My grandfather came from USSR in 1908. They went by a skin boat. They used the walrus hide, split it in half and make a boat out of it. Sur cette plage américaine, Tatal se promène à moins de 90 km de la Russie. I think Russia's way, I guess, this way. Ici, à la pointe de l'Alaska, Américains et Russes se touchent du doigt. Dans ce bout du monde, qu'on appelle le détroit de Bering, vivent 40 000 Inuits. Ta est américaine, mais une partie de sa famille est russe. The Russian government and even our government prevent us from going over because of the international date line. It's just an imaginary line, that's it, preventing us from not seeing our relatives over there. Pendant des milliers d'années, les ancêtres d'État se sont déplacés librement entre les États-Unis et la Russie. Mais depuis la guerre froide, le peuple inuit vit coupé en deux. If they catch a whale in Big Diomede, they would call people from Wells, Diomede, and maybe in Russia, and they would all get together and harvest that whale and have a big celebration. It's free, you know. No, it's not. Dans le détroit de Bering, les vestiges de la guerre froide façonnent le paysage. En 1947, les grandes oreilles américaines surveillent l'ennemi tout proche, les soviétiques. En face, sur la rive russe, des bases militaires sortent de terre. Entre les deux blocs, la tension monte. La frontière est verrouillée. Soudainement infranchissable, la mer de Bering se transforme en rideau de glace. De nombreuses familles inuites sont séparées. Aujourd'hui, 30 ans après la fin du conflit, la frontière est toujours fermée. Le peuple inuit vit de chaque côté du détroit, sur deux planètes différentes. En Russie, le vent menace l'aéroport d'Anadyr. La capitale du district autonome de Tchoukotka est le passage obligé pour rejoindre les villages inuits de la région. Roman Kayom et sa famille espèrent pouvoir rentrer chez eux, sur la côte, à 400 km de là. Il y a un vol tous les 3 jours. Mais comme souvent, ce matin, il est annulé. Le vent souffle trop fort. Les voyageurs vont dormir dans cet hôtel. Le confort est rudimentaire, mais tout est gratuit. Хоть бы причесалась. Ой, поздно устала. Сейчас птичка вылетит оттуда. А месяцами другие здесь. Certains passent ici des mois. Это ж город ветров. Anadyr, c'est la ville des vents et des tempêtes de neige. Une fois tous les 2 ans, l'État russe offre un billet d'avion à tous les habitants de Tchoukotka. Un héritage de l'époque soviétique qui leur permet d'aller partout en Russie. Roman et sa famille reviennent de Crimée. C'est la première fois de ma vie que je partais en vacances, que j'allais ailleurs en Russie. Mais c'est uniquement à cause de mes dents. Je voulais les soigner. C'est pour ça que j'y suis allé. Moi, je ne voulais pas partir. À quoi ça sert les vacances? C'est mieux de travailler. Le travail, la chasse, c'est ma vie. Après 3 jours d'attente, la météo est moins folle. Roman et sa famille s'envolent dans un vieux Tupolev. 2 heures de vol pour atteindre le village de Lavrentia.
Sur place, notre équipe est immédiatement repérée. Un garde-frontière nous escorte. Nous devons expliquer notre présence à un agent du FSB, les services de renseignement russes. А в Лорино, получается, вы одним днем и тут же обратно поедете? Ну, наверное, там нет, наверное, с ночевкой, я не знаю, как получится. Получается, в Лорино есть там где остановиться? Просто мало ли какие ситуации, чтобы, знаете, было можно где-то найти. В общем, это вот мой контакт в Лорино, и через него мы будем там где-нибудь остановиться. Вот, а здесь, ну, гостиница, если нет, то вот Елена. То Елена, да-да-да. Ambiance guerre froide. La frontière est sous haute surveillance. Dans le détroit de Bering, des pêcheurs russes essaient parfois de traverser jusqu'en Alaska. Il y a eu 2 tentatives l'année dernière. Dans la ville de Nome, côté américain, un avion se pose tous les matins à 10h30. Hello, Checker Cab. I'm at Alaska Airlines. Une ligne régulière qui arrive d'Anchorage, la plus grande ville d'Alaska. Une centaine de passagers débarquent. Is somebody gonna come get you guys? Okay, okay. Pour Ayuk Chetag et sa compagnie de taxi, c'est l'heure de pointe. Même si la plupart des clients sont des amis. Hi, welcome home. Thank you. You look so tan and refreshed. My heart. I gotta go visit you. Okay. Oh. Your dog is fed and watered. Yeah, I know. Thank you. We're going to camp. Oh my God. Long way. I think everybody's in there. We can go now. Comme elle le ferait dans n'importe quelle ville américaine, Ayu sillonne les rues 5 jours par semaine. Sauf qu'ici, chauffeur de taxi est un métier très confortable. En moyenne, elle gagne 4 000 € par mois. Il n'y a pas vraiment d'autre endroit où vous pouvez très bien gagner votre vie en conduisant un taxi. Il n'y a qu'à Nome que c'est possible. Parce qu'ici, on fait en sorte que chacun puisse gagner suffisamment. On ne fait pas circuler trop de taxis pour que tous les chauffeurs rapportent assez d'argent à la maison. Sur les 4 000 habitants de Nome, environ la moitié est inuite. Et tous savent qu'ils auraient pu naître de l'autre côté de la mer de Bering, en Russie. Ma grand-mère vient du côté russe. Je ne sais pas exactement d'où. Dans le temps, on les invitait et ils venaient tout simplement. Tu te souviens de Volka? On était meilleurs amis. Je ne parlais pas un mot de russe et il ne parlait pas anglais. Mais on arrivait quand même à se comprendre. Je me souviens que ma mère parlait avec les Russes dans notre langue. Parce que dans cette partie de Sibérie, ils parlent le Yupik. Mais maintenant, le lien a quasiment disparu. Hello, Checker Cab. Patient hostel. À Nome, les Inuits sont essentiels à l'activité économique. Ils travaillent dans la dizaine de restaurants de la ville, dans les hôtels ou comme manutentionnaires au port, le plus important du détroit. Sur la rive russe, les Inuits, installés sur un territoire stratégique, étaient considérés comme gênants par le pouvoir soviétique. Dans le village de Lorino, vivent les déplacés de la guerre froide. Des familles rassemblées ici pour laisser la place ailleurs sur la côte aux soldats de Moscou. Rosa Touloun vit dans le détroit de Bering depuis plus de 70 ans. Le village d'où je viens, c'est Akhani, un village de chasseurs. Il n'y a que des soldats maintenant là-bas. Vous vous souvenez, quand ils fermaient les villages, qu'ils considéraient sans perspective? C'est pour ça qu'ils nous ont déplacés ici, à Lorino.
C'est mon neveu. Il est très gentil, mais il boit énormément. C'est d'ailleurs un très bon chasseur, mais l'alcool l'empêche de travailler. Dans la région de Tchoukotka, le taux d'alcoolisme est 6 fois supérieur au reste de la Russie. Désœuvrement et dénuement économique n'aident pas. À l'Orino, l'une des principales sources de subsistance est la chasse. J'ai appris la maçonnerie, mais depuis tout petit, ici, je chasse. Alors, j'en ai fait mon métier. Gennady Maïni parcourt la banquise depuis plus de 30 ans. À cette époque de l'année, fin mai, la glace est fine. Là où je viens de passer, c'est dangereux. Il faut vraiment être très prudent. Les motoneiges ne passent plus. La banquise ne supporte que les chiens et le traîneau. Les peuples autochtones sont les seuls autorisés à chasser le phoque. Le commerce de l'animal est interdit, il ne doit servir qu'à se nourrir. La chasse est indispensable pour les Inuits russes. Chaque année, dans le village de l'Orino, ils ont le droit de tuer 400 phoques. En Alaska, même si ce n'est plus une nécessité, les Inuits continuent de chasser. Bernadette Elevan ne veut pas que les traditions se perdent. Les hommes s'occupent de la chasse quand la mer le permet. Et quand ils ramènent quelque chose, une fois à terre, c'est aux femmes de s'en occuper. C'est pour ça que ces jeunes femmes apprennent à le faire. Les gestes sont les mêmes depuis des millénaires. Presque toutes les parties du phoque sont consommées. Les Inuits américains vivent à quelques kilomètres de leurs cousins russes. Mais ici, la frontière est infranchissable. Pour se rencontrer, ils sont obligés de faire le tour du monde. Alors à la fin des années 80, Bernadette et son mari Jim Stimpfel ont eu une idée un peu folle. I think this is when you went by yourself. These pictures. Oh yeah, this was the first time an American plane landed in Providencia. These were Alaska Airlines officials trying to determine if the runway would be hard enough to land a jet. Le couple veut permettre à des familles séparées par la guerre froide de se retrouver. Pendant des mois, ils remuent ciel et terre pour convaincre Russes et Américains d'autoriser un vol. Gorbatchev et Reagan ont eu une entrevue en Islande, à Reykjavik. Ils avaient entendu parler de nous et de notre projet d'ouvrir la frontière. Et à un moment, Gorbatchev lève son verre et dit à Reagan, « Peut-être qu'un jour, on sera amis. » Et puis le Wall Street Journal est venu à Nome. Je leur ai parlé de notre idée d'organiser un vol vers la Russie. Quelques jours plus tard, le patron d'Alaska Airlines m'appelle et il me dit « Jim, on n'a pas dit qu'on était d'accord pour aller en Russie, mais maintenant que c'est à la une du Wall Street Journal, on est obligé de le faire. » Le 13 juin 1988, alors que le mur de Berlin est toujours debout, 82 Américains, dont une quarantaine d'Inuits, franchissent le rideau de glace pour atterrir en Russie. C'était un jour exceptionnel pour nous. Personne n'avait pu aller là-bas depuis 1948. On a rencontré beaucoup de monde. Il y a eu des danses, des chants. Et on s'est rendu
Pour nous, les Inuits, des deux côtés de la frontière, c'est très important de partager nos danses et nos traditions. Cela permet d'entretenir ces liens familiaux. Le réchauffement du détroit de Bering n'a pas duré. Au gré des changements politiques, la frontière s'est refermée. Mais sur chaque rive, les Inuits continuent de danser. Ces chants sont le dernier refuge de leur langue, l'inupiaq. Et Tatal ne manque jamais une occasion de faire résonner cette tradition. L'Inuit américaine a de la famille en Russie, mais la barrière de la langue rend la communication impossible. De chaque côté de la frontière, le dialecte commun a presque disparu. En Russie, dans le village de Lorino, nous retrouvons Rosa Touloun. C'est la cousine d'État. Les deux femmes ne se sont pas parlé depuis des années. Avec un interprète, nous arrangeons un coup de téléphone. Allô? Алло. Алло. Hello. Алло. Я хочу разговаривать с тобой. Это Роза Васильевна. Тулун. Лорина, Чукотка. How are you, Etta? It's Rosa from Lorino. Etta, where are you now? Where are you now, Etta? I am in Nome, Alaska. Я сейчас хорошо слышу. It's been so long. I'm so glad I can talk to you and hear your voice once again. I wish I can be with you, but my heart is with you and my prayers is with you. Rosa, how's your other son, Gennady? Он был на гонках, он 3-е место занял. Это до Анадыря, на собаках. Can you hear us? Плохая связь, ужасная. Ну, ее услышали. Услышали, да. Она нас, меня она хоть услышала, нет? Думаю, что да. Même si elle est loin, je sens qu'elle est proche de moi. Je n'oublierai jamais ce moment. Il existe un lien entre eux et nous, et on doit tout faire pour le conserver. Je regrette la frontière, et en même temps pas vraiment. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui. Ce serait le chaos. On est entouré d'envieux, de gens jaloux, parce qu'on a un très bon président. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Beaucoup d'Inuits russes, les plus âgés, gardent une fierté très soviétique, alors même qu'ils sont peu considérés par Moscou. Sur la rive américaine, Nome est une terre démocrate dans un État trumpiste. Les Inuits y sont rongés par le passé ségrégationniste de la ville. Ayu, la chauffeuse de taxi, a grandi dans la peur. Ma mère m'a raconté toutes ces histoires de gens qui se faisaient attaquer. Des hommes et des femmes agressés par des blancs. Le racisme était partout. Même sur les terrains de basket. Il y en avait un qui s'appelait le King Island. C'était le terrain pour les Inuits. Et l'autre s'appelait le terrain des Blancs. C'était une vraie ségrégation. Et aujourd'hui, on peut voir de quel côté de la ville vivent les Blancs. C'est là où sont les grandes maisons avec du terrain. Alors que de ce côté, il n'y a que des petites maisons. C'est là qu'habitent les Inuits. On n'a pas de terre. Quand je conduis, je vois bien que les gens pensent être meilleurs que moi. Ils me doublent, ils me klaxonnent, ils me regardent de travers. En Alaska, comme dans le reste des États-Unis, la ségrégation n'est abolie qu'en 1964.
Vous voyez là-bas? Ce chemin? C'est là qu'on va. Depuis, le gouvernement fédéral rend progressivement des terres aux Inuits. J'ai 16 hectares qui appartenaient à mon père, maintenant, c'est à moi. Et puis j'exploite des terres qui appartiennent à la Corporation des citoyens inuits. Ce sont des terres que le gouvernement a rétrocédées aux Inuits après la loi fédérale de 1971. Aujourd'hui, les corporations inuites ont récupéré seulement 1/10 du territoire. Quand j'étais plus jeune, mon père m'a dit « Les Inuits ne contrôleront jamais le monde qui les entoure. C'est une question de chiffres. » Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il m'a répondu « Mettons que nous sommes par exemple 60 000 en Alaska. Le problème, c'est que la population totale de l'État est de 300 000 personnes. Donc Bruce, c'est juste une question de chiffres, mais tu dois vivre avec ça. » Sur ces terres que lui prêtent les corporations inuites, Bruce Davis élève une centaine de rennes. Son nom est Willy Bully. C'est un renne mâle. Et ça, c'est Ron, la reine. C'est une femelle. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, mais ils sont presque domestiqués. Ces rennes viennent de Chukotka. Ils ont été introduits en 1890. Les rennes de Bruce viennent donc de Russie. À la fin du 19e siècle, ils permettent de nourrir les milliers de chercheurs d'or venus de tout le pays pour faire fortune en Alaska. Depuis cette époque, les Inuits participent au développement économique de la région. Et aujourd'hui, ils ont le droit au même confort que n'importe quel Américain. Aujourd'hui, j'ai reçu des multiprises et une petite radio, et aussi une montre. Je trouve ça dingue qu'on puisse recevoir une commande ici, en 3 à 7 jours. Avant, il fallait attendre que la barge arrive. Et la barge, ce n'était jamais avant mai ou juin. Avec Amazon, ça arrive le jour d'après. Debout du monde, l'Alaska n'a donc plus que l'allure. Sur chaque rive du détroit de Bering, ce soleil d'été qui ne se couche jamais vraiment semble être la seule chose que partagent toujours les Inuits. En Russie, l'Empire soviétique et sa chute n'ont fait qu'empirer leurs conditions de vie. Depuis 75 ans, ils vivent derrière un mur de glace qui n'est jamais tombé. Si proche des Inuits d'Amérique, et pourtant si loin.